Salut, c'est Bob Zombie. Un gros costaud cool, un maître du kung-fu, des méchants bien plus random que tous ceux de la région Nord-Pas-de-Calais. Installez-vous confortablement, parce qu'il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Alors prenez un petit bol de chips avec éventuellement du guacamole. Bon alors si vous le faites maison, c'est quand même meilleur que si vous l'achetez en sachet, parce que sinon faut vraiment rajouter un avocat, parce que le guacamole déshydraté, bah c'est pas ouf. Bref, bande de petits vénards, Tonton Zomzom va vous faire pouic avec la collection Power Man, publiée chez Artima Color Marvel Superstar, entre le premier trimestre 1981 et mars 1983. Cette collection regroupe les épisodes de Power Man 37 de novembre 1976 au Power Man 49 de février 1978, puis les Power Man et Iron Fist 50 à 59 de 1979. Comme à son habitude, Aredi avait publié les épisodes précédents de façon anarchique, pour ne pas dire bordélique, dans différentes collections telles que l'inattendu 20 à 25, puis dans les Vengeurs numéro 6 et numéro 8 dans la collection Aredi Marvel, puis dans Hulk, collection Flash, nouvelle formule 2 à 4, et bien sûr dans l'unique Power Man Artima Color Marvel géant dont j'ai déjà fait une vidéo. Créé en juin 1972, putain ce personnage a 50 ans. 50 ans en Yvelines. Dans Luke Cage, Hero for Hire numéro 1, et il est le chantre de la Blaxploitation, version comics à la sauce Marvel. Oui, le stagiaire? C'est quoi la Blaxploitation là? Il s'agit d'un courant culturel et social du cinéma américain des années 70 qui a pour but de revaloriser l'image des Afro-Américains avec des rôles de premier plan. Et justement, dans la BD, Luke Cage est le tout premier super-héros noir américain à disposer de son propre comic book, et cela au même titre qu'Iron Fist Fucking, qui avait déjà été créé afin de surfer sur la vague des films de kung-fu. Il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans la colle, les deux personnages ont été délaissés par leurs lectorats respectifs, et ils se sauveront la gueule d'ailleurs mutuellement en partageant la coloc d'une série commune, puisque le titre Power Man se transforme en Power Man and Iron Fist à partir du numéro 50 en avril 1978, que nous allons voir dans l'album 4 de cette collection Aredi. Mais sans plus tarder, intéressons-nous au contenu, en un seul mot, des 6 albums Aredi dédiés à Power Man. Sorti au premier trimestre 1980 pour la modique somme de 8 francs, le premier album, intelligemment appelé par les créatifs de chez Aredi Power Man, merci les gens d'Aredi pour ce titre recherché. Mais de rien, trop du cul. Ouais, bah je m'attendais à un autre youtubeur quand même. Allez, va. Cet album regroupe les épisodes 37 à 40, jamais réalisés par les mêmes auteurs de la Maison des Idées, et ça fait chier. Oui, ça prend le chou car ça m'a compliqué les recherches pour cette vidéo, alors s'il vous plaît, face à mon professionnalisme irréprochable, laissez post-blow et abonne-toi. Je disais donc avant de me couper moi-même que l'album commence avec le numéro 37 écrit par Marv Wolfman et dessiné par Ron Wilson. Si l'auteur précédent, donc McGregor, était fort sur les thèmes sociologiques et politiques, il était faible sur le thème des super-héros, tandis que Wolfman est un écrivain de récits de super-héros classiques, et ça se sent dans l'histoire. Il nous entraîne sur un arc narratif de 4 épisodes où Power Man doit faire face à Chemistro, un chimiste psychopathe, puis à Big Brother, un gars aux allures de Cyborg, qui ressemble beaucoup à un prototype de Cyborg dans les New Teens Titans. Bolosation is a bitch. Au final, Luke s'allie à Big Brother pour bolosser un ennemi en commun appelé le Baron, un trafiquant d'armes très puissant qui, pour une idée aussi étrange que cliniquement conne, aime s'habiller en chevalier de l'époque médiévale. Et j'avoue qu'une partie de moi-même ne comprend pas cette lubie. C'est peut-être parce qu'une partie de toi est conne finalement. Dès l'épisode 38, Marv Wolfman est associé à Bill Mantlo à l'écriture, tandis que Bob Brown remplace Ron Wilson et c'est ancré par Jim Mooney, lui-même remplacé dans l'épisode 39 par Claude Jensen, avant que toute l'équipe soit à nouveau changée dans l'épisode 40 autour de Marv Wolfman qui est assisté au dessin de Lee Elias et Frank Giacoia. Ça m'a l'air d'être un bordel. Tu peux le dire, et ça se sent dans le dessin et l'ancrage. Ainsi, Big Brother est de couleur de peau caucasienne à la fin du Power Man 38 et il devient un black dans l'épisode suivant. Et comme Aredi enchaîne directement d'un épisode à l'autre en supprimant les premières pages de chaque aventure, et ben ça saute aux yeux directement dans cet album. Le second album Aredi s'appelle Power Man and Thunderbolt et il regroupe les Power Man 41 à 44 de mars à juin 1977. Cette fois-ci, c'est réalisé par une équipe un peu plus stable autour de Marv Wolfman et Lee Elias. Cet arc a introduit de nouveaux personnages. D'abord Goldbug, un méchant qui aime l'or et possède des armes et un aéroglisseur en or. Un peu voyant, non? Dans ce récit, il est décrit essentiellement comme un criminel normal qui aime l'argent. L'autre personnage de cet arc est Thunderbolt, un homme qui a une super vitesse et surtout, accrochez-vous à vos pantacours, la capacité de générer un vaisseau lumineux à partir de ses yeux, et il a acquis ça après avoir été touché par la foudre. Ce qui me turlupine... Non, tu dis rien.
L'arc est aussi intéressant car Luke Cage est assolé et poursuivi par un agent du fisc, et lorsqu'il se rend compte que l'IRS, dont le nom peut se traduire en français par vomi, va bientôt apprendre qu'il opère sous un faux nom, Cage décide de quitter l'État. L'audace du script promet une nouvelle direction pour Power Man qui prend un nouveau nom, Mark Lucas, et abandonne le titre de Hero for Hire, tandis qu'il se réfugie à Chicago. Malheureusement, la trame du scénario suivant fait tomber immédiatement cette nouvelle direction, alors que Cage rencontre un vieil ennemi, Gideon Mace. Ce gars, s'il était bien écrit, pourrait être un méchant intéressant. C'est un ancien soldat et il parle comme un soldat, ce qui est assez unique. Cependant, son seul pouvoir est assez swag, pour ne pas dire ridicule, puisqu'il a pour particularité d'avoir une masse pour main. C'est con. On peut dire que ce Gideon Mace est complètement à la masse. La masse, à la masse, Gideon Mace, avec une masse à la main. Il est à la masse. Vas-y, casse-toi avec ta blague de merde, là. Tu me casses les orphelines. La masse! Non, mais ça devient gênant, là. Il semble pourtant l'un des méchants les plus réalistes de Marvel en tant que soldat de haut rang qui part et emmène avec lui ses hommes aveuglement fidèles. Le gazier veut prendre le contrôle de Chicago et l'utiliser comme base pour prendre le contrôle du pays. Il en a assez des libéraux mous et faibles qui dirigent tout et veut ramener le pays à ses racines conservatrices. Le personnage est donc potentiellement intéressant. Mais l'ensemble de l'arc est miné par l'art bancal de Lee Elias. Je dis ça pour ne pas utiliser le mot dégueulasse. Ou plus poétiquement, son univers graphique est composé d'un bon goût qui se conjugue au passé. En effet, Lee Elias était un artiste de l'âge d'or dont le style a dessiner des histoires issues de la rue aurait dû, en théorie, fonctionner assez bien avec un personnage comme Luke Cage, mais c'est trop sommaire et caricatural. Longtemps artiste pour DC, et ça remonte à l'après-seconde guerre mondiale, le bonhomme est connu surtout pour cet épisode de Luke Cage et ceux de Human Fly, même s'il a fait autre chose chez Marvel, et je suis sûr que des petits malins vont se faire un plaisir en faisant la liste dans les commentaires. Ce que l'on ne vous demande pas au passage. Bon, et alors là, j'ai failli péter un câble lors des recherches effectuées pour vous parler du troisième album de Power Man sorti lors du premier trimestre 1982 et appelé Compte à rebours. Il regroupe les épisodes 45 à 48 de 1977, et là ça fait chier parce que c'est à nouveau la valse des artistes entre Lee Elias dans le numéro 45, remplacé dans le numéro 46 par Roger Slifer. Ce nom me fait rigoler parce que je pense toujours à Stifler dans American Pie. Puis à partir du Power Man 47, Magic Chris Claremont remplace Wolfman, tandis que Slifer est remplacé par ce gougnafier de George Tuska, lui-même remplacé de façon subrogative dans l'épisode 48 par John Byrne. John! Ce qui fait un contenu d'album très différent à nouveau dans le graphique et la narration. Si les épisodes 45 et 46 terminent l'arc de Gideon Mace, comme Jeanne, et bien l'épisode 47 voit Power Man combattre Zax, créature déjà apparue dans Hulk 166 et Hulk 183. Et bordel que c'est dégueulasse sous la patoune de Tuska. Saluons l'audace de Claremont sur cet épisode qui a des bubbles, puisqu'il ose utiliser le discours raciste des passants vis-à-vis de Cage, discours qui n'est pas montré chez Haredi, qui en fait une traduction assez adoucie. Ah! À un moment, Luke Cage empêche un train de s'écraser, et l'un des passagers parle comme un connard. Il désigne notre héros comme un mâle noir en costume d'Halloween. Le gars suppose également que Cage essaie de détruire un train et de ne pas sauver les passagers. C'est couillu de la part de Claremont qui utilise délibérément une terminologie raciste pour montrer que le gars est un abruti fini. Et aujourd'hui, la belle démonstration de Claremont pour défoncer la connerie humaine ne passerait plus en une époque de politiquement correct, car on est devenu tellement con. Après, je trouve que même déjà pour l'époque, c'était osé de voir l'auteur jouer avec la bêtise raciste dans une bande dessinée. Coup de chapeau à Claremont. Clermont-Ferrand? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, moi, je suis pas son biographe, mais tout ce que je peux te dire, c'est que ce gosse, c'est un phénomène. Toutefois, Claremont tombe dans le péché d'orgueil par une remarque qui montre qu'il aime bien se faire des fleurs. En effet, après avoir sauvé le train, Power Man dit qu'il ne s'est pas senti aussi vidé depuis une aventure qu'il a vécue sur un glacier japonais. C'est ce qui est dit en VO et pas chez Haredi. Et c'est une référence gratuite au seul travail précédent de Claremont sur Luke Cage dans Power Man annual numéro 1. De l'autopub en Sam. Tu sais que t'es pas la moitié d'un con, toi, tu pourrais faire directeur des programmes sur Arte. Bah, il va où le stagiaire? Je crois qu'il va tenter sa chance sur Arte. Mais je galégeais, petit. Tu sais, ce gosse n'a pas la wifi à tous les étages. Traduction. C'est un con. Le fait que la direction de la série de Power Man ne tourne pas vers un Luke Cage parcourant le pays, sans costume, avec le fisc au cul, un peu comme la tendance des séries télévisées de l'époque, qui aimait bien le thème du fugitif, et ben c'est probablement lié à l'arrivée d'Iron Fist à ses côtés dans les épisodes suivants. C'est plus qu'évident. Dans l'épisode 48, Luke Cage se présente chez Iron Fist pour kidnapper Misty Knight. Cela paraît cliniquement con, mais non, comme vous allez le voir. Misty n'est pas là, mais notre gros costaud de couleur se bat contre Colin Wing, et elle se défend très bien contre un ennemi super puissant. Elle a un sacré coup de main. C'est pas une main qu'elle a, c'est une
mitrailleuse mécanique, tu veux dire. T'es relou là, ça t'arrive de laisser tomber la vulgarité? Ah, lâche-toi avec ta morale de beau chiasse. C'est pas de la morale, je voudrais juste qu'on fasse une vidéo sans vulgarité pour une fois. Bah vas-y, fais-nous rire sans vulgarité, gros. Tu vas faire rire que Télérama. Et encore, si c'est le jour où ils n'auront pas un balai dans le pétou. Bon, j'abandonne, hein. Comme la France en 40. Mais enfin, ça va pas! Pour revenir à Colleen Wing, elle finit par être assommée. Iron Fist est capable d'arrêter l'attaque de Cage, et après une longue bagarre, il comprend ce qui se passe. Pas nous, même si on comprend qu'il y a un chantage exercé sur Cage. Mais pour ça, il faut attendre le 4e album d'Haredi, appelé Power Man et Iron Fist, sorti en avril 1982 et qui regroupe les épisodes 49 à 52. Pour en revenir à l'épisode précédent, on comprend que le Bushmaster a kidnappé Claire et Noah, les amis de notre gros costaud. Et il force Cage à attaquer Misty en échange de leur vie. Iron Fist, Colleen et Misty acceptent d'aider Luke. Il faut qu'il sauve ses amis et ils s'engagent tous dans un assaut contre l'ancienne prison de Seagate où Luke a été transformé à l'origine en Power Man. Luke et le Bushmaster entrent dans un grand combat qui se termine avec l'explosion de Seagate et la disparition du Bushmaster dans l'océan. Pendant ce temps, Misty obtient l'épreuve des hommes de main de Bushmaster qui prouve que Cage n'a jamais été coupable du crime qui l'a mis à Seagate autrefois. L'association de Power Man et Iron Fist n'est pas complètement terminée à la fin de cet arc, et jumeler Luke et Denny a créé une toute nouvelle dynamique et a même revitalisé la série. Il est regrettable que ni Claremont ni Byrne ne soient restés dans la série, et la dite série, ça fait 3 séries quand même dans une phrase, souffrira certainement un peu du roulement de son équipe créative. Toutefois, cet arc est très bon. Puis l'album nous propose le Power Man and Iron Fist 50 d'avril 1978, toujours réalisé par le duo magique Claremont. John! Avec l'aide de la cassette que Misty a acquise dans le dernier numéro, le nom de Luke Cage est lavé de tout ce qu'on lui reprochait depuis le début de son histoire. Aux côtés d'Iron Fist, il affronte, lors de la fête célébrant sa victoire juridique légale, une paire de losers appelés Stiletto et Discus, qui pensent que la liberté de Cage représente bien le laxisme de la justice qui laisse les criminels libres sur les détails techniques, et ils sont là pour arranger les choses. Rien à dire sur cette histoire qui est énergique et sympa, comme moi dans la vie irréelle. C'était vraiment dans le script de la vidéo, ça? Oui, page 10. Ah ouais. Bon, ce qui est dommage, c'est que malheureusement, c'est aussi le dernier numéro de John Byrne. En effet, dès le Power Man Iron Fist 51 de juin 1978, Mike Zeck remplace Byrne. Alors que Luke fait visiter à Danny la ville dans laquelle il a grandi, il se retrouve mêlé à une intrigue de Nightshade, qui utilise des robots pour consolider son pouvoir dans le ghetto. Et oui, Nightshade, c'est pas une simple biochimiste, hein. Ça serait trop simple de créer des virus en labo pour ensuite en faire une épidémie mondiale. Non, comme tous les biochimistes de Marvel, elle est également très douée pour construire des robots maléfiques. Quoi? Je tiens à vous préciser, dans ma générosité, qui n'est plus à démontrer, que les robots de la nénette s'appellent cybernautes, et vous le savez probablement, c'est également le nom des méchants récurrents dans les émissions de télévision britanniques Avengers des années 60 et des New Avengers dans les années 70. C'est du vol et du plagiat. Puis, dans l'épisode 52, on voit aussi le chef du crime, un certain Morgan, qui apparaît alors que dans son final, Cage est vaincu en combattant. Il faut attendre le 5e album d'Haredi, appelé Le Plongeon de la Mort, pour voir la fin de l'intrigue. L'épisode 52, d'août 1978, est écrit par Chris Claremont et Ed Hannigan, et il est dessiné par Mike Zeck et Ricardo Villamonte, tandis que l'épisode 53 est dessiné par Sal Buscema et Jim Mooney. Le titre de cet épisode 52 s'appelle A Nod is as Good as a Wink. Cela fait référence à un album du début des années 70 du groupe de rock Faces, alors avec Rod Stewart. De même, l'un des robots développés par Nightshade s'appelle Eru Rossum, et c'est un hommage au roman de l'écrivain tchèque Karel Čapek, appelé RUR, Rossum Universal Robot, une œuvre de science-fiction qui a inventé le mot robot dans le lexique mondial. Et oui, ma gueule, j'ai potassé pour préparer cette émission, alors laisse pause. Bon, et si j'ai mal prononcé, tu fais pas chier dans les commentaires, parce que vraiment, c'est que t'as que ça à faire. Puis, l'album Haredi nous propose Power Man and Iron Fist 54 de décembre 1978, écrit par Ed Hannigan et dessiné par Lee Elias. Claremont est parti et la qualité de la série baisse considérablement. Et le seul intérêt de cet épisode est qu'il officialise le partenariat entre Power Man et Iron Fist. Parce que l'histoire est pas ouf, avec Luke et Danny qui défendent une banque contre un super méchant appelé l'Incinérateur. Enfin, l'album nous propose le Power Man et Iron Fist 55 de février 1979, toujours réalisé par Ed Hannigan et Lee Elias. Les deux héros protègent un salon de l'automobile où l'une des voitures exposées est la Fantastic Car. Un groupe de criminels peu inspirés tente de voler la Fantastic Car et Luke et Danny les arrêtent. C'est pas top comme histoire et les dessins de Elias sont insupportables et dégueulasses. Je me demande si ce genre de truc ne peut pas te rendre aveugle. Vous en pensez quoi, vous? J'en sais rien, je suis dentiste, connard.
Enfin, nous arrivons au 6e et dernier album de la série Haredi appelé Le Cristal de Khéops, qui regroupe les épisodes 56 à 59 de Power Man et Iron Fist. Tous écrits par Joe Duffy, alias Mary Joe Duffy, et dessinés par Trevor Von Eden. Les épisodes 56 et 57 forment un même arc narratif. L'intrigue commence comme d'habitude, puisque nos héros alloués obtiennent un travail assez banal, ils sont censés garder une exposition de musée. Les personnes qui les ont embauchés sont des gros arnaqueurs qui ont remplacé les artefacts de l'exposition par des répliques. Ils ont l'intention de blâmer le duo. L'un des hommes s'avère cependant être le monolithe vivant. Heureusement, les X-Men sont là pour porter secours à nos deux héros. C'est sympa, mais le dessin de Von Eden n'est en rien génial. Il n'a aucune peine pour être meilleur qu'Elias, mais franchement, c'est pas terrible, limite dégueulasse. Si tu veux voir un truc dégueulasse, viens jeter un coup d'œil là-dessus. J'ai encore jamais vu une saillie entre la main, mais c'est génial. De même, les X-Men ne sont pas particulièrement bien utilisés, l'écriture est un peu raide, un épisode oubliable malgré la présence du monolithe vivant. Puis Haredi nous propose le Power Man et Iron Fist 58 d'août 1979. Les deux héros rencontrent un héros original de type Zorro appelé El Aguila. Au passage, le titre de El Aguila a atterri fait référence à une citation de l'alunissage de 1969, l'aigle a atterri. Ah, l'autre, il se la pète. Le Zorro de Pacotti de cette aventure peut concentrer une attaque énergétique qui vient de lui, mais il aime juste utiliser l'épée pour se donner un genre. Tu vois, ça fait style quand il agite le truc. Non, ta gueule. L'album Haredi se termine avec Power Man et Iron Fist 59 d'octobre 1979 qui parle de terrorisme et de poseurs de bombes. C'est à chier, il est regrettable de terminer la série Haredi sur un épisode aussi naze. C'est triste comme une chambre universitaire sur Poitiers. En gros, la collection Artima Color Marvel Superstar consacrée à Power Man est assez inégale dans le graphique et les écrits. Trop d'artistes se succèdent pour donner de la cohérence à la saga. C'est très inégal, et puis il faut bien l'avouer, certains dessinateurs sont plus des gribouilleurs que des artistes. Sorti de quelques instants de grâce pendant 2 épisodes, avec le duo magique Clermont-Byrne, y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est comme essayer de pécho sur Tinder du côté d'Angoulême. C'est jouable, mais faut pas être difficile. J'étais très enthousiaste au début quand j'ai reconstitué la collection, et lorsque je l'ai lu d'une traite, j'ai éprouvé un profond sentiment de chiantitude. Que dis-je? J'en étais assez abasourdi. Et oui, ce mot se prononce abasourdi. Bien sûr, ce n'est que mon avis, il n'engage que moi, alors dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou non cette collection, toujours avec courtoisie et politesse. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, n'achetez pas chinois. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles odieuses descriptions de comics. Salut les geeks! Et coupé. Vous avez aimé? Ouais, Franchement, vous avez appris des trucs quand même. Dis donc, il y a des bolosses dans les commentaires qui te demandent quand est-ce que tu fais une vidéo sur Luke Cage. Quoi? T'arrêtes pas de parler de Power Man, mais Luke Cage dans tout ça. Faites chier, connard, je me casse. Ah, Bébou, c'est une blague. Je galégeais, Bébou. Allez, reviens. Bébou. Générique libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas.